Amis des charges fictives, bonjour. Lors de ma dernière présentation dans ma série Schéma, j'avais évoqué le fait qu'avec un petit module chinois voltmètre-ampèremètre et très peu de composants, on pouvait se faire très facilement une petite charge fictive, réglable comme ça, vite fait sur le gaz. Et vous avez été nombreux à me demander de concrétiser cette idée. Et j'ai même fait un petit sondage sur Facebook pour savoir si c'était je vais dire, un sujet qui était plutôt demandé par rapport à d'autres, et la réponse a été nettement oui. Alors j'ai dit, tiens, ce matin, je vais en effet faire ça. Et j'ai décidé en même temps d'avoir une approche vraiment très pragmatique et de montrer un petit peu pas à pas comment on arrive à la conception de ce truc et comment on calcule les composants. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez trivial. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, encore une fois, le but ici, c'est de faire une charge, je veux dire, relativement modeste. Il ne s'agit pas de faire des ampères. Maintenant, dans bien des cas, quand on veut faire de la mise au point, on n'a pas besoin d'avoir des mégawatts ou d'avoir beaucoup des 10 ampères, des 20 ampères, des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais enfin, je veux dire, dans bien des cas, quand on travaille sur des petites alimes, je veux dire, en mode bidouille, c'est plus aux alentours de 1 à 2 ampères que plus. Alors, de toute façon, vous verrez que ce que je vous propose, c'est une sorte de base de raisonnement. Après, vous pouvez bien sûr l'adapter à votre sauce. Alors, regardons tout ça. Alors, c'est parti. Voici le genre donc, de petit module qu'on va utiliser, ce qui va nous permettre pour notre charge d'afficher la tension aux bornes et le courant. Alors, il en existe de plusieurs modèles, avec plusieurs de précision. Là, j'en ai un qui affiche une précision de 1 mA au niveau du courant, donc ça c'est plutôt sympa, mais il en existe avec simplement 3 digits. On voit là que la lime va de 3,5 à 28 volts, donc ça c'est la lime du système. Il peut mesurer des tensions de 0 à 33 volts et de 0 à 3 ampères. Ça veut dire que ma charge, je vais la faire marcher là-dedans. Donc de 0 à 30 volts, on va dire, et 0,3 ampères, ce qui permet déjà pas mal d'applications. Comme ça. Alors je rappelle que le brochage de ce truc-là, c'est toujours le même. On a ici les deux masses qui sont communes, les fils noirs. Là, c'est le shunt, justement. C'est-à-dire que le courant, il passe entre la masse et le fil rouge ici, le gros fil rouge, c'est là qu'il est mesuré. Le fil ici, ça c'est l'alimentation du système. Donc là, on va mettre 12 volts par exemple. Et le fil jaune, c'est la mesure de la tension, donc on reliera en haut de la charge. Alors voilà, alors pour info, il en existe certains, et c'est le cas de celui-là, qui donne des réglages. Alors sur certains, on peut régler la tension, le courant. Celui-ci offre, comme on voit, ce petit potentiomètre là qui permet de régler, de l'étalonner au niveau du courant. Et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que ces shunts là sont pas forcément très précis. Faut juste faire attention que ces petits potards CMS là, ils sont très très fragiles. Alors, voilà, on va déjà partir là-dessus. Première chose à faire, ça va être de brancher le système sur une charge que l'on connaît, qui va faire passer un courant qui est connu dans le système, ce qui va nous permettre après, avec un multimètre, de mesurer la tension aux bandes du shunt et de voir à quoi elle correspond. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Et j'utilise là mon multimètre pour mesurer le courant. Alors allons-y, bon là j'utilise une charge. Voilà. Et là, ça va simplifier les calculs, mais après, il suffit de faire la loi d'Ohm. Mais voilà, là, on voit que quand je fais passer 1 ampère à l'intérieur, en gros, j'ai 50 millivolts aux bornes du shunt. Voilà. Donc ça, maintenant, ça va me donner la valeur du shunt et me permettre de calculer les tensions qu'il faut. Donc en gros, c'est simple. Maintenant, si je veux aller jusqu'à 3 ampères, on voit qu'il faut que je puisse aller jusqu'à 150 millivolts. Donc, en m'arrangeant pour que la tension varie au bord du shunt de 0 à 150 millivolts, j'aurai bien un courant de 0 à 3 ampères. Alors maintenant, on va regarder comment on peut faire ça. On voit ici que l'indicateur est bon à peu près. De toute façon, comme je vous l'ai dit, sur certains, là, il y a un réglage qu'on peut régler de façon à ce qu'il soit le plus juste possible. Bien, alors si on regarde un petit peu le schéma, je vous ai fait ici le schéma de ces petits modules voltmètre ampèremètre chinois. Et on retrouve ici les différentes connexions, donc comme on l'a vu, le petit fil rouge et le petit fil noir servent à alimenter le biniou. Le shunt, c'est entre le gros fil rouge et le gros fil noir, et en gros, il faut le voir comme une résistance ici, donc très faible, qui va à la masse.
et le fil jaune ici permet de mesurer la tension. Quand on les utilise, je veux dire normalement, ces petits modules, comment on les branche? Eh ben, on branche, alors ça peut être une batterie, enfin on va dire la source que l'on veut mesurer entre la masse et ici le fil jaune, et aussi là la charge dont on veut mesurer le courant. Entre ici le plus de l'alimentation, on le fait passer via le shunt ici. Hein, je vous ai remis ici la formule, hein, donc la résistance du shunt, elle est facile à calculer, hein, voilà, c'est la loi d'Ohm, hein, U égale RI. Donc en mesurant, comme on l'a fait, la tension entre la masse et le shunt ici, connaissant le courant, on en déduit la résistance et vice-versa. Donc voilà typiquement l'utilisation classique. Nous, ce qu'on veut ici, en gros, c'est imposer le courant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va travailler avec AirLoad ici, en faisant que on va remplacer cette charge AirLoad par un système variable. Hein, et on va voir qu'on va utiliser un transistor, soit on peut utiliser soit un MOSFET, soit un transistor, on va dire classique, et le commander de telle façon à ce que le courant qui passe à l'intérieur soit celui qu'on veut pouvoir régler. Et pour faire ça, comme on va le voir, on va utiliser quelque chose de très classique, c'est-à-dire que on va comparer la référence de ce qu'on veut avoir avec le courant qui passe, que l'on peut mesurer ici grâce au shunt. Alors, allons-y. Comme on peut le voir, c'est quand même très très simple. Donc comme je l'ai dit, j'ai remplacé la résistance de charge ici par un MOSFET. Voilà, et ce MOSFET est commandé, comme on peut le voir, par cet ampli-up. Ampli-up qui donc compare la tension ici sur la tension de shunt, hein, donc qui est bien proportionnelle au courant, avec la tension de commande. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire varier la tension sur l'entrée plus de 0 à 150 mV, avec une tension qui va être le plus stable possible. Et comme je l'ai déjà expliqué dans mon schéma, l'ampli-up, lui, il va s'arranger pour qu'il y ait la même tension ici sur son entrée moins en commandant plus ou moins le MOSFET. Donc on peut le voir hein, comme une résistance variable en gros qui s'arrange pour varier automatiquement pour avoir toujours le courant que l'on veut avoir dans la chambre. Au niveau des MOSFET, on peut prendre énormément de modèles. Ici, j'ai mis ça parce que je dois dire que c'est un peu le premier qui m'est tombé sous la main. Du moment que vous avez un MOSFET qui tient la tension max que vous voulez avoir ici et le courant max que vous voulez pouvoir. Ensuite, bien sûr, il faut aussi regarder, comme je l'ai dit, sa puissance maximum. Le mettre sur un radiateur, le plus grand possible, ça sera le mieux. Mais il y a des grandes chances que beaucoup de modèles puissent convenir ici. Là, j'ai mis une résistance de 330 ohms dans le gate. Encore une fois, hein, le but, c'est une bonne pratique pour éviter d'éventuelles oscillations. Et ici, donc pour avoir une tension stable, j'ai pris quelque chose de très simple, hein, une bête diode, une AN4148, hein, je veux dire, à la limite, n'importe quelle diode ici, silicium pourrait aller, que j'ai polarisé avec cette résistance-là, hein, de façon à avoir à peu près ici 0,6 volts. Et là, j'ai fait un pont diviseur dont une des branches est variable. Alors, regardons un petit peu plus justement comment j'ai calculé les composants. C'est simple, hein, une diode comme ça, pour qu'elle fonctionne, il faut lui faire passer, on va dire, autour d'une dizaine de milliampères à peu près. Voilà, hein, 12 volts ici, moins 0,6. Voilà, pour 10 milliampères, ça fait à peu près un quart, hein. À peu de choses près, ici c'est pas tellement critique. Après, ici j'ai un potentiomètre de 10K, je veux que la tension à ces bornes soit de 150 millivolts. Donc c'est pareil, c'est la loi d'Ohm. Le courant ici c'est égal à 150 millivolts divisé par 10K, hein, ça me donne ici le courant. Après, voilà, quelle résistance il faut que je mette ici pour passer de 0,6 à 150 millivolts avec le courant, et puis voilà, ça donne à peu près 30K. Bon, c'est pareil ici, c'est pas besoin d'être précis, hyper précis, hein. L'idée c'est d'avoir à peu près le range hein, de 0 à 3 ampères que je veux. Alors on fera très attention ici sur le choix de l'ampli-up. On peut pas prendre n'importe quel ampli-up. Si vous mettez un LM741, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà aussi amplement dit, il faut un ampli-up dont la tension de mode commun inclut la masse quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il puisse fonctionner même quand les tensions à l'entrée sont très très proches de la masse, ce qui va être le cas ici.
ce qui n'est pas le cas d'un 741. Ou alors, il faudrait avoir une alim négative, mais je veux dire, ça aide pas vraiment. Donc c'est pourquoi j'ai choisi un LM358, un LM324 irait probablement. Bon, enfin bon, ici on a besoin que d'un seul ampli. C'est pour ça que le deuxième, là, faut penser à mettre les entrées à la masse pour éviter d'éventuelles oscillations. Et il est bien sûr au moins nécessaire aussi de le découpler. Hein, ça risque sinon d'osciller. Donc voilà, on va dire le schéma minimum. Et ben, on va le monter, puis on va regarder ce que ça donne. Voyons cela. Et voilà, j'ai fait le montage exactement, je veux dire, ad minima, hein, ici. Donc on peut voir sur la breadboard le LM358, hein, donc j'utilise qu'une moitié. Hein, les autres entrées sont mis à la masse pour éviter les oscillations. J'ai mis un petit condensateur de découplage. Et là, par exemple, là, j'alimente donc la charge. Là, c'est mon alim de 15 volts. Et je vais pouvoir régler le courant, ici, comme on peut le voir. Et voilà, on voit que ça marche très bien. Là, par exemple, je le règle à 1 ampère. Ça se règle vraiment très facilement, sans aucun problème. Le problème, c'est que mon alim, là, ne monte que jusqu'à 2 ampères. Et encore, j'ai mis une limitation de courant. Elle monte que jusqu'à 2 ampères, ce qui fait que bah, ça limite ici. Mais enfin bon, il n'y a pas de raison que ça aille pas plus loin. Ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que ce qui se passe si elle n'arrive pas à réguler. Donc si par exemple, là, je vais mettre une limitation de courant sur mon alim à 1 ampère, c'est-à-dire que ma source ne peut pas donner plus. Donc là, bah, on voit que tant que je demande moins d'1 ampère, ça marche. Et là, bah, voilà, en fait, on voit que la tension ici s'écroule. Mais ça, c'est parce que c'est la limitation de courant. Et que bah, le courant, voilà, je ne peux pas le mettre à plus d'1 ampère. Maintenant, on ne peut pas demander à une source de donner plus que ce qu'elle peut. C'est vraiment très simple. Donc voilà, comme on peut le voir ici, avec vraiment très peu de composants, eh ben, on peut, avec ces petits modules, se faire une petite source de courant, et qu'on peut régler, voilà, alors le début du réglage, voilà, on arrive à peu près à, même à 2-3 000 ampères, hein, c'est vraiment très fin. Alors, rien n'empêche de mettre d'ailleurs un potentiomètre 10 tours ici, pour avoir plus de précision. Et ça se règle très bien. Alors on voit que ça fonctionne très bien maintenant, même si, je veux dire, cette version ad minima, pourquoi pas, peut être suffisante, je vais quand même proposer quelques petites améliorations qui me paraissent quand même nécessaires. Alors la première qu'on peut faire déjà, ça va être comme de mettre ici une protection. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Cette charge, elle est polarisée. Je veux dire, si jamais ici on inverse la polarité, ça va pas le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a une diode ici intégrée dans le MOSFET, mais enfin, c'est pas une très bonne idée de compter trop là-dessus. Et en même temps, il y a aussi le cas d'une possible surtension. Donc, la première chose que je propose de mettre, moi, c'est de mettre ici un TVS dont la tension max, bien sûr, dépendra de la tension max de votre système. Je rappelle que cette tension, elle est limitée et par la tension max que peut mesurer ici le module. Moi, dans mon cas, c'est 30 volts, donc de toute façon, je peux pas tellement monter plus. Mais si j'avais un module, pourquoi pas, qui monte jusqu'à 100 volts, et qu'ici, je mette un MOSFET qui tienne 100 volts, il n'y a rien qui m'empêche de monter plus haut. Donc ici, on mettra bien sûr un TVS de la tension ici maximum. Et ici, un fusible aussi, si possible, du courant max, ici acceptable. Donc moi, chez moi, c'est 3 ampères. Donc ici, mettre ce fusible. Ça peut quand même me protéger en cas de bêtises. Comme on l'avait vu dans l'analyse du schéma, alors j'ai pas constaté d'oscillation sur mon système là, il se comporte plutôt bien, mais enfin ça peut dépendre aussi de comment réagit, on va dire la source. Je pense quand même que mettre ici ce petit réseau RC, surtout quand on va comme ça commuter, enfin je pense que c'est une bonne chose de le mettre. Maintenant voilà, c'est pareil, on met pas, c'est pas la mort, mais moi je préconise plutôt de l'ajouter ici. De la même façon, sur l'alimentation du système, hein, cette alimentation, elle marche bien en gros de 6 à 15 volts à peu près. Hein, même un peu plus, enfin de 6 à 15 volts ça marche bien. Bon ici j'ai choisi 12 volts, mais c'est quand même aussi une bonne idée ici de mettre un TVS qui fait que si jamais on branche ça à l'envers ou qu'on dépasse, ça évitera de flinguer le truc. Donc, enfin, comme je vous l'ai souvent dit, hein, moi j'aime bien mettre ici des protections. Rajouter aussi ici une petite capa et sur la source là. Et surtout ici, pour si potentiomètre crache un peu ici, que
ça évite des bêtises. Je pense aussi que c'est une bonne amélioration. Bon, enfin voilà, on voit que ça complique pas quand même énormément. Et si vous faites ça, ça fonctionne bien. J'ai fait des tests et en même temps, ça marche vraiment de très bas, hein. Il fonctionne toujours bien ici avec une tension de 0,8 volts. Et à mon avis, bah, après ça marche jusqu'à la tension max qu'on peut mettre. Alors attention, hein, encore une fois, n'oubliez pas que la puissance dissipée ici dans le MOSFET, ça sera égal à la tension à ces bandes multipliée par le courant. Donc si vous dépassez la puissance max déjà que lui est capable d'encaisser, bah, il risque fort de dégager. Et même si vous la dépassez pas, tout va dépendre enfin encore une fois, du radiateur que vous allez mettre là-dessus. Hein, je rappelle sur le site Sonelec, hein, il y a une très bonne page qui explique le calcul des radiateurs. Et bah, à vous de le faire ici. Maintenant, le but de cette petite charge, c'est pas de faire une charge qui tienne, comme je l'ai dit, des méga-ampères. C'est bon, on n'en a pas forcément besoin. C'est vraiment faire quelque chose de simple. Et là, si vous voulez mettre des MOSFET en parallèle, il suffit pas juste de les mettre ici. Enfin, encore une fois, si on veut rester simple, bah, on fait un truc simple. Si après on veut vraiment avoir des choses plus compliquées, en effet, ça va compliquer le schéma. Et bien voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et comme vous l'avez vu, hein, c'est assez facile à faire. Alors s'il y en a qui se demandent si ça peut fonctionner avec des transistors BJT, hein, genre un bon vieux 2N3055 des familles, la réponse est oui, probablement. Je pense que dans ce cas-là, il faut quand même mettre un Darlington, c'est-à-dire un petit 2N2222 ou 2219, je veux dire, de façon à ce que le 3055 est assez dû dans sa base. Ça se payera sans doute par une tension minimum de la charge un peu plus élevée, mais il y a des chances que ça fonctionne. Bon, je n'ai pas fait l'essai, mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, bien sûr, cette petite charge, après, il y a encore plein de petites améliorations qu'on peut faire pour la rendre sympa, et je pense que je ferai peut-être une petite vidéo plus tard, je sais pas quand, ou pour vous montrer ça. Mais voilà, en attendant, là l'idée c'est qu'avec quasiment que de la récup, des fonds de tiroir et un petit module, hein, ces petits modules ça coûte que dalle, hein, ça coûte 2-3 euros, et ben vous pouvez vous faire une petite charge facile à régler et à fabriquer. Et tiens, Pincette, ça va Pincette? Bah, c'est pas souvent qu'on te voit. Alors, bah, il est où Momo? Bah, justement, t'es inquiète, tu sais pas où est-ce qu'il est. Oh là 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 là, et t'as quoi? Tu penses quoi que... T'as peur que il te trompe? Ouah, il aimerait voir d'autres pinces. Oh, bah non. Et comment tu peux le savoir? C'est pas facile à savoir. Tiens, si, regarde, je vais te donner une vieille astuce de grand-mère. Quand il revient, tu lui dis, tiens, viens, on va prendre un bain. Voilà, vous allez prendre un bain tous les deux, tout nus. Voilà, et tu regardes bien. Si ces boules remontent à la surface et flottent, eh ben, le doute ne sera pas permis. Bon, allez, n'importe quoi. Allez, là-dessus, bon, ça m'a pris la matinée de faire ça. Mais c'est pas grave, ça m'a amusé un petit peu. J'aime bien des fois faire des petits montages comme ça, rigolo. Allez, là-dessus, moi j'ai quand même bien d'autres trucs à faire. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.